Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on est à Rouen, on est au festival Les Fous du Jeu. Voilà, on est au Kind Arena, c'est un grand complexe sportif avec plein de salons un petit peu sur les côtés de la salle de sport. Et je suis avec Fred Bull qui est déjà bien connu sur la chaîne. Vous l'avez déjà vu dans la vidéo sur les prototypes puisque tu nous présentais Rodeo Dice. Tu vas nous en parler dans un instant, mais surtout tu es là en tant que représentant des Fous du Jeu. Là pour le coup je suis fou du jeu. Aujourd'hui je suis pas du tout créateur. Le but c'était l'organisation de ce bel événement. On est super content, le public est au rendez-vous. Le lieu est super. Le temps pour l'instant encore un peu moyen, mais c'est à demain. On est à l'intérieur, on s'en fout. Il faut neiger à 8, on s'en fout. Et voilà, exactement. Et le lieu est magnifique, hein, comme tout le monde pourra le voir, tous ceux qui viennent ici. Donc on est très content, ça se passe super bien. Voilà, il y a du monde. Alors là ça commence à bien arriver. Là c'est vrai que c'était un petit peu calme au début de la journée, mais c'est normal, hein, c'est le premier jour. Là maintenant il y a une belle affluence, les tables ça devient de plus en plus compliqué pour pouvoir jouer, surtout trouver du monde pour expliquer les jeux parce que les gens ils sont pas non plus, c'est pas des robots. Hein. Et donc alors Fred, combien de personnes vous attendez un petit peu sur le festival là, pendant les 2 jours? Alors c'est encore difficile à dire parce que en fait sur notre dernier événement qui était en 2019, avant cette période Covid, avant toute cette problématique, on avait fait 2300 personnes. On espère bien entendu en faire plus cette année. On aimerait bien au moins 2500 ou 3000 personnes. Après c'est difficile à savoir. Là pour l'instant j'ai pas regardé les chiffres, donc je crois qu'on est plutôt bien. Donc on va faire le décompte déjà ce soir et puis je t'en dirai un peu plus tard. Donc Fred, on est aussi là pour parler de ton actualité et puis donc Fred Bull c'est quand même Kamloot avec Mathieu Roussel, avec Grégory et exactement, avec Cédric Enache, le dernier qui est un peu plus lointain parce que le 4e c'est pas un Rouennais. Mais oui, là, donc Kamloot c'était une belle expérience. Je crois que je l'avais déjà expliqué, mais suite à un concours de prototypes où on a fait un jeu en 24 heures à Partenay. C'était une super expérience entre amis, il fallait créer un jeu et puis de ce jeu est né Kamloot. C'est ça, mais on en avait eu l'occasion d'en parler lors du festival du jeu de Lillebonne ensemble, avec Mathieu et Greg d'ailleurs. Greg qui avait aussi sorti Momalin et Mathieu qui a fait à Wimbaway. Exactement. Voilà, et depuis, Greg a sorti aussi Tribunal 1920. Petit nouveau encore qui est arrivé pour Greg. Et donc ton actualité à toi. Alors ton actualité à toi, j'avais vu au festival, c'était en pré-festival, c'était sur les prototypes, Rodeo Dice. C'est ça. Donc Rodeo Dice c'est toujours dans les tuyaux. Ça sortira pas en 2022, toujours à cause de ces problèmes de Covid, on a pris un peu de retard. Il devrait sortir, si tout va bien, en septembre, octobre 2023. Et puis 2 autres jeux qui sont signés un peu entre temps, puisqu'il y a Dino Park qui va arriver avec Mathieu Roussel, avec donc un de mes autres collègues de Kamloot, où on a signé un petit jeu pour enfants chez BioViva, qui devrait sortir. Alors lui c'est précis, c'est septembre 2023. Et un petit dernier chez Bad Test Game qui a été aussi signé, un petit jeu de zombies pareil avec ce côté un petit peu coquin que j'aime beaucoup moi dans les jeux et qui ressort à travers mes jeux. Bad Test Games ou Bad Boom Games? C'est vrai, Bad Boom Games. Bad Boom Games, c'est cette fusion entre les, exactement, entre Boom Boom Games et Bad Test Games, qui avait fait récemment les jeux de pêche, donc Cold Water Crown, Freshwater Fly, Solar Storm, et puis j'en oublie encore un. Alors il y a un Domptable qui s'est passé par là, et puis Maki qui vient de sortir qui est le petit dernier. Il y a plein de jeux, il y a de quoi s'amuser. Merci Fred. Et merci puis à toi. Maintenant on va aller voir, je vais aller voir les gens de chez Arcada Studio pour vous présenter Erune et peut-être même qu'il y aura une surprise sur un projet qui va bientôt arriver. A tout de suite. Merci. Nous voici arrivés sur le stand de Arcada Studio. Pardon, je ne sais pas pourquoi je veux dire Arcadia, c'est quand même incroyable. Arcada Studio avec Quentin qui est donc le créateur, le fondateur de Arcada Studio et le créateur de cette pépite que l'on a devant nous qui s'appelle Erune. Donc je vais te laisser présenter un petit peu Arcada Studio en 2 mots et puis on va parler d'Erune surtout qui est devant nous, qui est le projet actuel de Arcada Studio. Super, merci, bonjour. Du coup, Arcada Studio, donc je l'ai créé en 2020. Ouais. Le jeu, lui, par contre, il a été créé bien plus en amont que ça. Il a plus de 15 ans, ce jeu-là. Il a été écrit sur des... j'ai 30 ans, j'ai 31 ans. Donc il a été écrit sur des règles d'HeroQuest, de Donjons et Dragons, déjà au collège. Witcher, au collège, même avant ça. C'était en 3e, en 15 ans. Et donc après, on l'a perfectionné avec des amis, notamment Adrien Smondac. Et donc après, on a monté le studio pour pouvoir l'éditer.
on voulait absolument ajouter quelque chose d'autre que ce qu'apportent les jeux, on va dire, Dungeon Crawler classiques. Et surtout pour se lancer dans l'édition, on voulait avoir une manière de se distinguer des autres éditeurs. Donc on a créé une application qui permet d'avoir vraiment une manière de jouer différente, qui va nous rajouter de l'immersion, de la rejouabilité. Et donc c'est ce qu'on a fait dans les runes. On a créé une appli qui est l'esprit des runes et qui va du coup jouer avec les joueurs et nous faire découvrir le personnage à part entière dans le, exactement. Dans le jeu, tout comme le maître des ombres aussi, alors qui est un personnage réel, hein, qui est incarné par un joueur. Donc un peu comme dans les jeux de rôle le maître du jeu. Le maître du jeu, voilà, merci, qui lui va déplacer les monstres, etc. C'est vraiment le méchant, du coup, c'est plus c'est vraiment l'overlord, on va dire, qui affronte les aventuriers. Là où dans le jeu de rôle, le maître du jeu est plus là pour organiser un petit peu le bon déroulement du scénario. Là, lui, c'est vraiment un opposant direct des aventuriers. Il peut être joué par un joueur. Du coup, dans ce mode-là, on peut jouer jusqu'à 5 joueurs. Et sinon, il est incarné par... c'est l'application qui nous dit ce qu'il fait. D'accord. Donc, dans ce mode-là, on peut jouer en solo, tout seul, à 2, à 3 ou à 4. Et donc, chaque personnage, chaque classe de personnage, parce qu'on a un archer, on a une guerrière, on a une magicienne, et j'ai oublié le dernier, le gardien, la guerrière et la magicienne, qui est plutôt un nain en fait. C'est ça, voilà. Le gardien nain, ouais. Et en fait, chaque personnage, donc chaque classe a une boîte comme ça, une petite boîte en carton avec des cartes, donc un deck personnalisé. Donc vous avez des talents qui vont vous permettre de faire évoluer votre personnage et donc vous débloquer comme ça des nouvelles capacités au fur et à mesure que vous allez faire la campagne qui fait 18 scénarios, je crois, dans la boîte aventure et qui en fait plus de 30. C'est 18 dans la boîte héroïque et 10 dans la boîte aventure. Ouais. 10 dans la boîte, ah oui, parce que effectivement, en fait, on les a tous là, mais on ne peut pas forcément jouer à tous les scénarios. Dépend, avec la boîte quand on démarre l'appli, donc il y a deux versions des runes. Il y a la version Adventure qui est celle qui a été conçue essentiellement pour les boutiques. Ouais. Donc, et la boîte, on en trouve pour une somme d'à peu près 90 €. 90 € cette boîte-là. Voilà. Et la boîte héroïque, elle, c'était une exclusivité Kickstarter. Ouais. Il en reste là très peu. Et dans cette version-là, il y a plus de figurines, il y a 2 fois plus de scénarios. Donc les scénarios, ils sont affichés que si on a cette boîte-là dans l'application. Et donc il y a plus de contenu. Il y a surtout les classes qui permettent de faire évoluer son personnage en héros. Donc là, on va reconnaître avec des choses un peu plus du jeu de rôle avec la fiche personnage et donc après les cartes de héros qui vont permettre de débloquer des aptitudes supplémentaires qui sont liées aussi à des talents supplémentaires. Donc là, on va vraiment aller plus dans l'évolution dans la boîte héroïque et dans la boîte aventure, déjà les 10 scénarios, c'est déjà pas mal de temps de partie. Alors l'application, quand même, faut en parler 2 mots parce qu'elle n'est pas invasive du tout. Alors j'ai l'impression de répéter parce qu'en fait, pour tout vous dire, il y a quelques minutes, on a fait la même interview, sauf que j'ai oublié d'enclencher le truc. Donc on va se répéter. L'application, donc elle n'est pas invasive comme dans pas mal de jeux. Peut-être comme Les Demeures de l'Épouvante ou Star Wars Assaut. Oui. Voilà. Là, en fait, l'application, elle va juste nous donner la prochaine pièce, nous dire si on place une table ou un machin, un élément de décor dessus. Et après, les figurines, en fait, c'est pas l'application qui va gérer les figurines. En fait, c'est nous qui allons gérer tout ça. Et si on tue un ennemi, on ne dit pas à l'application j'ai tué machin, quoi. En fait, voilà, c'est pas l'application qui gère ça. En fait, son rôle, il est simple, c'est qu'elle n'interfère pas dans le jeu, c'est-à-dire toutes les mécaniques de base, le déplacement, l'attaque des personnages, tout ça, on n'a pas besoin de lui dire. En fait, la seule chose qu'elle nous dit, l'application, c'est si on est en mode solo, il n'y a pas de maître des ombres qui a le petit livret de quête avec le plan du donjon. Donc forcément, il faut bien que quelqu'un nous le dise. Donc en mode solo, on lui dit quand on ouvre une porte et elle nous révèle ce qu'il y a derrière la porte. En mode maître des ombres, elle va nous dire ce qu'on trouve lorsqu'on fouille un coffre, une armoire, une table, un tonneau. Et donc là, on va vraiment avoir un système de fouille aléatoire comme dans un jeu vidéo. Est-ce qu'on retrouvera, si on revient faire le même scénario demain, on n'aura pas la même chose. Parce que c'est vraiment le coffre sera là, exactement. Mais on n'aura pas la même chose. On n'aura pas les mêmes objets, puis il y a des objets rares, des objets légendaires. Donc on va tout noter sur sa petite feuille quand on trouve des choses. Donc ça, c'est un premier point. On a aussi des pierres à collectionner. Oui, il y a des petites pierres à collectionner. Il y a des petits easter eggs un peu partout dans les runes. Mais le plus important, c'est ça. C'est que l'application, c'est elle qui va nous narrer l'histoire. C'est elle qui va nous introduire les scénarios. Donc quand on lance un scénario,
s'il y a un maître des ombres et des aventuriers, personne ne sait ce qui va se passer. Donc on découvre tous ensemble l'histoire. Les événements, ils peuvent être positifs, ils peuvent être négatifs, ils peuvent avoir des choix, et en fonction du personnage qui le déclenche, il peut avoir des effets différents. Parfois, c'est même des personnages non joueurs qu'on va rencontrer. Donc là, c'est vraiment des voix d'acteurs qui vont nous parler et qui vont être le sorcier Zagor ou le gobelin ou le troll, etc. Et là, on a vraiment une dimension narrative, un peu comme le livre dont vous êtes le héros, mais de façon très simple, puisque ce qui se fait avec l'appli, c'est assez ponctuel finalement. C'est une fois de temps en temps, c'est 1 ou 2 événements dans chaque pièce, mais voilà, elle n'est pas omniprésente. C'est vraiment ça. Ça marche. Eh ben écoute, merci beaucoup pour toutes ces explications sur Erune. On va aller voir aussi un autre projet. Alors je sais pas si c'est toi qui vas me le présenter. Bah, je pense que le mieux c'est que ce soit l'auteur du jeu qui te le présente. Qui s'appelle Spark Riders 3000. Voilà, donc là c'est le prochain jeu d'Arcada et on le présentera sur Kickstarter à la rentrée en septembre. Oh bah c'est dans pas longtemps, c'est une petite exclue là du coup. Tout à fait, là c'est la première fois qu'on le fait tester sur un salon avec un beau prototype. Mais voilà, c'est la première fois qu'on le montre sur un salon. On l'a déjà fait tester à beaucoup de gens, mais là c'est le premier salon. Super, on va pouvoir aller voir ça, on aura l'exclusivité. Merci beaucoup Quentin. Avec plaisir. Et puis à bientôt et longue vie à Erune. Merci beaucoup. Voilà, on vient de quitter Quentin donc avec Erune et maintenant on retrouve Maxime qui est l'auteur du nouveau projet qui s'appelle Spark Riders 3000, qui est donc dans l'espace avec un vaisseau. Donc ça, voilà, je te laisse Maxime nous présenter le projet qui va arriver sur Kickstarter à la rentrée normalement. En septembre. En septembre. Voilà. Exactement. Donc Spark Riders 3000, c'est un jeu en complète coopération qui va se dérouler dans un vaisseau et où les joueurs vont incarner les membres d'équipage de ce vaisseau et ils vont devoir traverser l'espace qui va être peuplé d'aliens malveillants et puis traverser des environnements un peu hostiles pour arriver à effectuer une livraison. Et donc le jeu se passe uniquement à l'intérieur du vaisseau. Les membres d'équipage peuvent piloter, forcément, bricoler le vaisseau, donc le réparer, l'améliorer et tirer sur les vaisseaux alliés. D'accord. Ils vont pouvoir, grâce aux composants de tenue quand ils ont détruit des vaisseaux, améliorer le vaisseau et puis le personnaliser pour ce qu'ils veulent en faire durant la mission. Donc l'idée c'était d'avoir un jeu complètement coopératif, avec des règles assez simples, même très simples à prendre en main, et avec une application qui va supporter le jeu et qui va être l'IA du vaisseau, qui va nous tenir au courant des mouvements des vaisseaux ennemis, des impacts de nos actions, comme les pilotages ou les bricolages qu'on va effectuer, et qui va en plus permettre de mettre une trame narrative dans chaque scénario qui seront indépendants. Alors c'est ce qu'on a eu un petit spoil tout à l'heure par Quentin qui nous a dit quelques petites choses et notamment voilà l'histoire de l'IA du vaisseau. Donc effectivement ça c'est super cool parce qu'on a tous souvenir des films genre Alien avec le Nostromo, je crois c'était ça le nom du vaisseau je crois. Nostromo avec une voix qui parle aux gens. Dans tous les films de science-fiction il y a toujours une voix robotisée qui parle aux gens. Donc même dans Ulysse 31 à l'époque je me rappelle il y avait, t'as peut-être pas connu, mais Ulysse 31 il y avait la voix qui parlait dans le vaisseau. Et donc on est vraiment sur ce truc là de guide et d'aide en fait. C'est ça, on est sur un huis clos dans le vaisseau, on est des membres d'équipage qui devront gérer plein de choses, trop de choses peut-être, il va falloir faire des choix et on a une IA qui est là pour nous aider comme elle peut, donc elle peut nous aider et puis des fois elle peut ne pas suffire ou elle peut communiquer avec nous. Et le principe c'est d'avoir vraiment un jeu facile à prendre en main, durée de partie à peu près 1 heure, 1 heure et demie par scénario. Et donc il y a quand même une mise en place assez importante quand même à faire. Hein. Alors bon, là évidemment on est sur un prototype. Voilà. Avec un prototype, on va un beau prototype. Ouais, on a un prototype qui est assez sympa. Mais l'idée ça va être de simplifier au maximum des éléments de jeu. Là on a encore un peu trop d'éléments. L'idée c'est d'avoir un jeu vraiment le plus simple possible et donc du coup simplifier au maximum, rester sur ces mécaniques de base et simplifier le matériel au maximum. Et donc il y a une mécanique dont je n'ai pas parlé, que le coup de main, et donc chaque personnage pourra donner des coups de main aussi. Donc chaque personnage a une particularité, donc j'ai dit bricoleuse, pilote, l'artilleuse Nova, mais chaque personnage aussi pourra donner des coups de main. Il y a des personnages qui sont meilleurs quand ils copilotent, quand ils aident un personnage à piloter ou quand ils aident un personnage à tirer. Et donc tout le jeu sera de comment se déplacer et comment optimiser nos déplacements pour
être l'équipage le plus efficace possible. Donc c'est complètement de la communication, de la coopération. Eh ben, écoute, super. Et ben, rendez-vous en septembre. On a hâte de voir ça, de voir un petit peu à quoi va ressembler la campagne Kickstarter, quels seront les ajouts et les éventuels stretch goals, etc. Exactement. Donc bah, écoutez, super. Merci beaucoup pour la présentation. Bah non, merci à toi. Alors, j'arrive pas à retenir le nom. Spark Riders 3000. Spark Riders 3000. Nous sommes à présent sur le stand de Super Meeple, voilà, toujours au festival des fous du jeu. Je regarde parce qu'il tient pas bien. Ouais, non, mais il tient bien, il est posé sur la table d'à côté, il n'y a pas de problème. Donc, si vous voyez tomber, c'est normal. Si ça nous tombe sur la tête, bah tant pis. Donc je suis en compagnie de Philippe Tapi Moquette, qui travaille donc pour Super Meeple et qui est également la communauté. Alors là, on voit pas très bien parce qu'on doit être loin, mais le badge, je m'occupe de la communauté du vice francophone. Voilà, le je groupe. sais pas, mais je pense que c'est le plus gros groupe Facebook. Ouais, je pense, de France. En tout cas, je mets souvent les vidéos, enfin toutes les vidéos, elles vont dessus. 37 000 là, à peu près. Ouais, ça donne une bonne visibilité. Mais c'est pas grâce à moi, c'est grâce à tous ceux qui viennent. La communauté, voilà. C'est une communauté. Voilà, ça porte le nom de communauté, c'est pas pour rien. Et là, donc, tu vas nous parler d'un nouveau jeu qui va sortir bientôt. Une localisation. Un petit coup de cœur, c'est un petit coup de cœur de ma part. Je vais pas taper dans le micro. Un petit coup de cœur de ma part. Donc c'est pour l'instant, j'ai que 2 boîtes, il y en a une juste à côté, qui sont en version originale, parce qu'on va faire la localisation. Okay. Donc je les ai francisées pour les présenter dans les festivals. Et d'ailleurs, c'est la première fois ici à Rouen que je le présente. Donc ils ont cette primeur là. Super. C'est la première fois qu'il y a une vidéo justement comme ça, super. Première fois pour tout. Donc voilà. Donc tu en profites. Alors Pagan of Roanoke à Roanoke. Je vais parler un peu de cette île-là. C'est une petite île qui se trouve en Caroline du Nord. Okay. Et on est encore dans la période plus ou moins de la colonisation des États-Unis. Et cette petite île, en fait, on est en 1600 à peu près. Ils ont déposé une centaine de colons sur l'île. Okay. Et puis après, ils les ont laissés se débrouiller comme ça. Et ils sont revenus X temps après. Et ils ont tous disparu. Ah, d'accord. Ils ont tous disparu. Donc il y a eu plein d'hypothèses bien sûr là-dessus. C'est ils ont été tués par les autochtones du coin, quoi, ou les gens ou n'importe quoi. 2, ils se sont barrés de l'île parce qu'ils ont trouvé que rester sur une petite île c'est pas très sympa. Et ils sont rentrés chez eux tranquillement. 3, il y aurait quelque chose de mystérieux qui se enclenche. À mon avis, c'est la troisième solution. On va s'intéresser à la troisième solution avec Pagan of Roanoke. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est un jeu asymétrique où un des joueurs va incarner une sorcière qui va essayer de faire un rituel sur un des habitants du village. Donc c'est ces cartes-là, donc on est trop fine, on ne les verra pas bien. Mais sur ces villages-là, il en possède un. C'est-à-dire qu'en fait, je vais tirer une carte, le sorcière va tirer une carte secrètement, va regarder quel habitant elle possède, d'accord, et elle devra lancer un rituel sur cet habitant-là. Bien sûr, ça ne se fait pas très facilement, il y a des jetons à poser, à transformer, etc. Et après, il faut faire une action qui s'appelle lancer un rituel qui se trouve sur ce plateau-là. Voilà. Donc tout ça, ça va mettre du temps. Et l'autre joueur va incarner un chasseur de sorcières, donc c'est un jeu asymétrique, qui lui, justement, doit empêcher la sorcière de faire ce rituel. Donc il y a 2 solutions pour le chasseur. C'est soit éliminer la sorcière, sauf que s'il élimine un villageois innocent, c'est pas bien. 2, c'est pas bien. 3, il a perdu. D'accord. Donc bien entendu, c'est là où la sorcière va bluffer en essayant de faire croire que c'est celui-là, etc. Donc il y a tout un système comme ça. Un jeu à rôle caché, quoi. C'est ça. Rôle caché et JCE en même temps, jeu de cartes évolutif. Parce qu'il y a plein d'extensions en fait. Là, j'ai ramené que la boîte de base. Ou alors l'autre solution pour le chasseur, c'est de trouver les 8 autres innocents. Donc forcément, il a coincé la sorcière. D'accord. Donc il aura des actions principales, ça sera soit d'éliminer, soit d'innocenter des gens. Voilà. La grande différence, c'est qu'on est vraiment totalement opposés au niveau des buts. C'est vraiment asymétrique. Chacun son truc. Voilà. Et les extensions, il y aura d'autres nouveaux villageois, il y a des scénarios, il y a des nouvelles cartes, bien sûr, des nouveaux jetons. Ça donne bien envie. Voilà. Ça donne bien envie d'essayer. J'espère qu'on pourra vous le présenter sur la chaîne. Ce serait cool de pouvoir présenter donc Pagan ou Pagan? Pagan. Pagan qui veut dire païen en français. D'accord. Donc donc le païen, Fate of Roanoke. Donc le Pagan, ça sera Pagan. On a gardé Pagan. Et ça sera le destin de Roanoke.
Ok, super. Et allez voir sur Wikipédia, c'est pas une bêtise sur l'histoire de cette Ça existe vraiment. Ouais, vraiment. Eh ben écoute, super. Voilà. On va aller voir un autre jeu qui s'appelle Savannah Park. Voilà, qui est aussi une nouveauté. C'est ça. Qui est déjà sorti? Alors ça va sortir, ça aurait dû sortir à PEL. Donc PEL, pour ceux qui ne savent pas, ce sera donc à ça, Paris, pelouse de Reuilly. Alors je sais pas pourquoi je vais dire toujours Neuilly. Ouais, c'est le pelouse de Reuilly. On va se revoir là-bas et je viendrai te saluer un petit peu. Oui, bien évidemment. Alors normalement on aurait dû recevoir Savannah Park, donc je disais en stock pour faire de l'avant, commencer la prévente. Et il a pris un peu de retard, il arrive en bateau le 29. En même temps, qu'est-ce qui ne prend pas de retard en ce moment? C'est ça. Alors avec notre grande déception, à moins que vraiment on trouve une solution, un miracle de dernière seconde, mais voilà. Super, voilà. Et ben on change de thème aussi. Du coup. Allez, c'est parti, on va voir le jeu. Là, on présente Savannah Park. Donc Savannah Park, ça sort tout début juillet dans les boutiques. Donc c'est aussi un jeu de Kramer et Kiesling, c'est important de le souligner. Kramer et Kiesling, il a fait plein de jeux connus, genre Azul, genre Tikal et compagnie. Voilà. Donc c'est un petit jeu, on est plutôt dans la gamme familiale chez nous. C'est un petit jeu en fait où chaque joueur va incarner un guide touristique sur un parc africain, animal. On est lancé dans l'animal, on a fait New York Zoo Ark. Donc ici un parc animalier et le but du jeu, ça va être de réorganiser le parc pour pouvoir attirer des touristes. Réorganiser le parc, ça va être de créer des troupeaux d'animaux. Donc regrouper les rhinocéros ensemble, regrouper les girafes ensemble, etc. Donc le jeu, à son tour de jeu, on va déplacer, toutes les tuiles sont mélangées, comme ça elles sont placées, on va aller en déplacer une. Par exemple, je vais déplacer celle-là, autruche et rhinocéros. Je vais la déplacer quelque part, comme ceci, et la retourner pour dire qu'elle a été jouée. Le joueur suivant fera pareil, d'accord? Donc par exemple, je vais dire, je vais déplacer celle-là, là, je vais déplacer celle-ci là, voilà. Et après, je vais déplacer celle-ci là, voilà. Et ensuite, je vais déplacer celle-là, là. Et je vais déplacer celle-là, là. Et en fin de partie, quand toutes les tuiles sont retournées, je vais calculer des points pour mes troupeaux. Donc je vais compter le nombre de rhinocéros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, multiplié par le nombre de points d'eau des rhinocéros bois. Ça me fait 6 points. Si j'avais eu un autre point d'eau où il y avait des rhinocéros, par exemple celui-là, il y a un rhinocéros, ça me ferait donc 12 points, x 2. Voilà, donc le but c'est d'avoir des plus grands troupeaux. Avant de faire ça, si j'ai recouvert les arbres, je perds 3 points. Si j'ai recouvert de l'herbe, je perds 1 point. Et surtout, il y a des feux de brousse. Et le nombre d'animaux, s'ils collent au nombre d'arbres qui brûlent, ils sont supprimés. Donc cette tuile-là le dégagerait. Tout à l'heure j'avais 6 points. Celle-là, comme elle a cramé, celle-là n'est plus dans le troupeau. Ça me fait que 1, 2, 3 x 2, 6 points. Donc c'est super important de faire attention où on les pose. Alors on va me dire, ouais, c'est super facile, t'as qu'à les organiser comme tu veux. Sauf que, et c'est là tout le twist du jeu, c'est que lorsque je choisis une tuile, donc par exemple je vais dire le zèbre et le rhinocéros, je la déplace, je la place, les autres joueurs doivent faire la même. Et c'est là tout l'intérêt du jeu. Donc j'impose, eux qui sont la contrainte. Et après au joueur suivant, il va dire je déplace la girafe et l'autruche. Et moi du coup, je suis obligé de déplacer la girafe et l'autruche. Et si on est malin dans le jeu, il faut essayer de regarder un peu chez les autres pour dire celle-là, si je la déplace, ça va bien les embêter, ça va bien les coincer. Ça, c'est super important. Et du coup, on essaye d'organiser ce troupeau. Ça veut dire qu'à 4, on impose une fois et on dispose 3 fois. C'est super important ça. Et vous allez voir, c'est un jeu vraiment très sympa. Le plateau peut être retourné. À l'intérieur, je vois que tu filmes les boîtes. C'est des boîtes qui viennent ranger. On range chacun ses tuiles dedans. Et j'en profite pour en ouvrir une justement pour montrer que de l'autre côté, on a un plateau vierge et on peut créer d'autres scénarios en fait en plaçant les feux de brousse, etc. Derrière ce plateau-là, d'ailleurs, il montre quelques idées. Ça, c'est le plateau de score. Et derrière, il montre quelques configurations supplémentaires. Voilà. C'est donc Savannah Park, ça joue de 2, très bien à 2, très bien à 3 ou à 4. Plus il y a du monde, plus il y a de contraintes, forcément, puisqu'on subit plus de fois. Donc, mais tout le monde a la même enseigne, donc il n'y a pas de déséquilibre. Et à 2, on est un peu dans plus la stratégie. Donc il faut vraiment regarder ce que l'autre, quelle tuile va embêter l'autre, quoi. Bonjour, bonjour David, et tu joues à quoi Tu joues où quoi Je suis sur Rouen pour présenter Déol, voilà. Un jeu dont j'ai eu l'idée il y a maintenant 2 ans, 1 an et demi à peu près de travail, on va dire, pour que le jeu arrive enfin dans une vraie boîte avec tout ça, pour que le public puisse le découvrir.
Déol, c'est un jeu de navigation. Voilà, un jeu de navigation sur un format un peu roll and write, un peu pour les initiés qui ont l'habitude de jouer à ce type de jeu. On va naviguer sur une carte commune avec son crayon, son feutre, et on va tracer comme ça un sillage en partant de l'un de ces 3 ports pour essayer d'aller le plus loin possible, naviguer, prendre des risques un petit peu pour explorer les terres lointaines et essayer de rentrer à bon port pour évidemment raconter ses aventures. Les dés qui représentent du vent, les dés ça va vont être lancés par les joueurs dans la boîte et on va choisir à son tour un dé, le placer sur sa feuille de navigation et cette couleur de dé va nous permettre d'avancer dans la direction du bord de la carte. Donc voilà, ça c'est un petit concept de jeu. Cette idée m'est apparue avec la création avec Nidavellir. Ce jeu, on recrutait des nains et qui fonctionnait avec une collection un peu de nains, on marquait des points. Et ben là c'est pareil, ces pistes de navigation, ces pistes de vent, elles vont scorer de façon différente, comme c'est indiqué sur la feuille. Voilà, une partie va durer à peu près une demi-heure quand on joue à 2. Et on va chacun son tour choisir un dé, placer sur sa feuille de navigation et tracer d'une case sur cette carte centrale d'exploration. Cette vidéo sur le festival des fous du jeu s'achève. Je suis désolé, j'aurais aimé vous montrer plus d'images du festival, mais j'en ai pris quelques-unes, notamment une escape game, puisque dans ce festival-là, il y avait 2 escape games en même temps, et en fait, ça rendait pas génial, donc je préfère pas la mettre, puisque voilà, c'est pas la mettre en valeur. Et puis, j'ai été pris par le temps pour, je devais repartir, donc je n'ai pas pu prendre toutes les images que j'aurais voulu. Il y avait aussi des choses à l'extérieur, mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, ça vous donne peut-être envie d'aller visiter l'année prochaine le festival des fous du jeu à Rouen au Kind Arena. Et donc je tiens à remercier vraiment les gens de chez Arcada Studio qui ont été vraiment hyper cool, hyper gentils et très accueillants pour me présenter donc Erune Spark Riders 3000, voilà, ça y est, j'arrive enfin à le dire. Et puis également Philippe, du directeur de communication chez Super Meeple, voilà, qui m'a présenté Pagan et Savannah Park, et aussi Nicolas qui m'a présenté Déol. Et ben voilà, et ben écoutez, maintenant que vous savez tout sur le festival, alors pas tout puisque je vous ai rien montré finalement du festival, mais je vous assure que c'est un très bon festival et les gens sont hyper sympas. Donc et ben écoutez les fous du jeu, et ben alors tu joues ou quoi?